Cette volte-face m'avait plongé dans une grande confusion. Pourtant, je voyais clair. C'était donc ça, livrer le bouc émissaire aux autorités. Vexé et irrité, je quittais l'établissement en marchant machinalement. Après avoir parcouru quelques centaines de mètres dans la direction du village, ma tête ne pouvait plus supporter tout le poids de l'étrange amalgame de sentiments qui m'envahissaient tout entier. Des sentiments de solitude et d'abandon, d'humiliation et d'hypocrisie, de naïveté et de loyauté. J'avais envie de crier mon innocence, de défier cette injustice. Quoique c'était presque midi et demi, je décidai de faire demi-tour et prendre le chemin du commissariat de police. Erreur fatale, qui allait me coûter cher. En arrivant sur les lieux, le portail était grand ouvert, il n'y avait personne, la cour était déserte. Incertain et réticent, j'hésitais pas mal de temps avant de prendre courage et pénétrer dans un lieu réputé dangereux pour una persona non grata, d'un village marginalisé comme le nôtre. Je m'arrêtai devant un bureau quand j'entendis quelqu'un crier derrière moi. En me retournant, je voyais un policier en colère qui me demanda avec arrogance ce que je voulais. « Viens ici », disait-il, sans me laisser le temps de prononcer un seul mot. Il me cria « C'est donc toi, le fils de pute qui écrit sur les murs ?» Apeuré et terrifié, je m'approchai pour lui dire non, ce n'est pas moi. Quand soudainement il me gifla si fortement que mon corps bouscula d'un côté et ajouta, toujours enragé, « Fous le camp d'ici et reviens à 3 heures voir le commissaire en compagnie du fils de chienne, ton père. » À savoir que mon père n'était lui aussi qu'un Mouchazni, brigadier des forces auxiliaires et ancien combattant de la Seconde Guerre, appartenant comme lui à cette machine infernale du Marzen. Traumatisé, déshonoré, blessé, avili, je reprenais le chemin du retour à la maison, des larmes aux yeux, un nœud dans la gorge, un bourdonnement d'oreille droite, l'autre presque sourde, la joue en feu, je tremblais comme une feuille. À 100 de mètres plus loin, un jardin public, l'eau coulait d'un tuyau d'arrosage, posé au pied d'un jeune bigaradier. Je profitais de cette opportunité pour me laver la tête, le visage et quelques gorgées d'eau. Tout ce qui venait de m'arriver commençait à me faire bouillir la tête. Amérissé, collégien naïf, je ruminais déjà ma vengeance, d'une manière ou d'une autre tôt ou tard. Arrivé à la maison, il n'y avait que ma mère. Mon père n'était pas là, comme d'habitude. Elle m'harcelait de questions lorsqu'elle remarqua ma mauvaise humeur, mon oreille gauche toute rouge, en plus de mon retard inhabituel. Je refusai de lui avouer la vérité. J'étais orgueilleux et vaniteux, moi qui n'étais jamais puni par mes parents. Je ne voulais pas lui causer de peine. Elle continua à insister, ce qui m'obligea à lui mentir. Je lui répondis « C'est un camarade de classe qui m'a lancé un ballon dans la figure lors d'un match de handball, au cours de la séance d'éducation physique. Un match de compétition qui s'était prolongé jusqu'à 12h30. » Cette version mensongère des faits était facile à réfuter et à démentir. Heureusement ou malheureusement, ma pauvre mère avait confiance en moi et il ne pouvait pas sortir de la maison sans la permission de mon père. J'étais dans un état psychique lamentable. Je n'arrivais plus à me concentrer sur quoi que ce soit, sauf sur ce qui me venait d'arriver. J'avais pris la décision de désobéir à l'ordre du policier, c'est-à-dire refuser de me présenter avec mon père vers 15 heures au commissariat de police et garder un casier judiciaire parental vierge. Être convoqué par la police, même oralement, était déjà considéré comme un délit par tout le monde. J'avais passé l'après-midi allongé dans un coin de la maison à ne réfléchir qu'à restaurer ma dignité et ma fierté en faisant semblant de réviser mes leçons pour ne pas attirer l'attention de ma mère très sensible aux expressions de mon visage et de mon corps en général. Pendant
toute cette période, j'avais caché à tout le monde cette blessure douloureuse, cette souffrance psychologique intense dont j'avais mis du temps à me remettre. J'étais toujours aux aguets, j'évitais de passer près du commissariat de police. Je me cachais à la vue d'un flic, d'une voiture suspecte ou d'un véhicule de police. J'avais peur à chaque fois qu'un répétiteur vint taper à la porte de la salle de classe ou lorsque quelqu'un tapa à la porte de notre maison. À la fin de l'année scolaire, mon nom ne figurait pas sur la liste des élèves admis, suite à une falsification de mes notes comme je l'avais cité dans un paragraphe précédent. Mon père alla voir le directeur pour lui montrer mes bons résultats sur mes bulletins trimestriels et lui demander des explications sur mon redoublement. De retour à la maison, il avait l'air mécontent. Le chef de l'établissement l'avait bel et bien monté contre moi. Il voulait des réponses aux questions qui le tourmentaient. Sa confiance en moi était ébranlée. Il m'interrogea. « C'était toi qui as écrit des obscénités sur le mur du collège, il y a 2 ou 3 mois ?» Non, et ce n'était pas des obscénités, c'était une revendication concernant les frais de location des manuels scolaires que nous n'avons jamais reçus. Il reste muet, un petit moment, puis il me déclara. Le directeur m'a montré ton cahier. Il le garde dans le tiroir de son bureau. Il m'a confirmé que c'est ton écriture. Non, ce n'est pas vrai. Beaucoup d'élèves écrivent de cette manière. C'est connu entre nous, élèves. La seule différence, c'est que moi, je suis dessinateur. Tu ne lui as pas dit cela. Pourquoi ? Il m'a surpris par son accueil et ses encouragements hypocrites. Je l'ai trouvé gentil et par respect, j'ai jugé inutile de lui justifier mon innocence. Il ajouta, « C'est donc de ta faute. » Il a immédiatement téléphoné à la police pour leur déclarer que tu es le coupable, celui qui a écrit des bêtises sur le mur du collège. La nuit du dimanche et le lundi matin, tu étais le premier à venir regarder ce que tu as écrit. Comme le criminel qui revient sur le lieu du crime pour dissiper le doute. C'est faux, c'est un menteur. Il sait aussi que tu étais ce soir du dimanche au cinéma, l'Alhambra, tout proche du collège. Et en sortant vers minuit, tu étais en compagnie d'un copain, habillé de ton djellaba rayé, et tu as sauté par-dessus la muraille de l'établissement. C'est absolument faux. Tu es passé voir la police? J'ai hésité un instant avant de dire « Oui ». Que s'est-il passé? Effronté à cause de mon orgueil et ma fierté, je mentis en lui répondant « Rien ». Quoi rien? J'ai trouvé un policier qui m'a vite reconnu, peut-être à cause de mon cartable. Il m'a demandé si c'est moi qui écris sur les murs, puis il m'a insulté. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Acculé par cette question embarrassante, dans un angle aigu, sans issue, j'avais les larmes aux yeux. Irrité et nerveux, je ripostai. Je vais casser la figure à cet hypocrite et menteur de directeur et à ce fils de chien de policier. Mon père réagit par un sourire ironique qui lui était propre, réfléchit un moment et m'annonça. Il ne faut pas tomber une seconde fois entre leurs mains. Tu risques gros, et nous aussi. Mais ce sont eux qui sont tombés sur moi. C'est injuste. Écoute, me disait-il, il y a 3 choses dans notre vie dont il faut se méfier. Le feu, la mer et le marzen. Je me retirai sans rien dire. Après quelques minutes, il m'appela de nouveau pour me dire « J'irai voir le directeur pour lui parler de ton innocence et porter plainte au commissaire concernant le police qui t'a insulté. » Cette déclaration m'avait beaucoup soulagé. Seule la gifle restait comme un grain de sable dans ma chaussure. Je n'avais pas osé l'évoquer devant personne,
à cause de cette peur ancestrale de perdre la face. De cette façon, le chef d'établissement avait dévié la responsabilité des injustices qu'il avait commis lui ou certains qui travaillaient sous sa direction, sachant que nos parents croyaient que nos comportements en tant qu'élèves jugés irrespectueux donnaient droit à nos éducateurs de nous sanctionner aussi sévèrement qu'ils le pouvaient, y compris le redoublement de classe, ou encore nous livrer aux autorités locales. Pendant une période où l'abus du pouvoir, la justice arbitraire, la répression étaient les instruments préférés du pouvoir pour maintenir l'ordre public à la marocaine. Une année après, j'étais au lycée quand mon professeur d'espagnol, une Française, m'avait sollicité de lui faire cadeau de mon cahier de cours à la fin de l'année scolaire, car elle avait beaucoup aimé mes illustrations de ce qu'elle nous enseignait, ce qui m'avait encouragé de continuer à dessiner au lieu de faire tomber sur mon cahier tous les torts et faire de moi une victime expiatoire. 23 ans plus tard, quand j'étais surveillant général, je m'étais trouvé un matin debout devant la façade du pavillon de l'annexe du collège que je dirigeais, avec en face de moi de gros mots écrits en gros caractères adressés à certains professeurs. Le message était clair. En tant que responsable, j'étais opposé à ce besoin de désigner un coupable, sans parler ici de la liberté d'expression des élèves et de l'approche pédagogique, impossible à évoquer dans un entourage exclusivement conformiste. Je m'étais contenté de leur raconter mon mauvais souvenir du graffiti quand j'étais élève au collège et tout le monde était convaincu qu'il fallait mieux hasarder et sauver un coupable que de condamner un innocent.